Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Haute Définition. Nous allons vous raconter ce soir l'histoire d'Avera Mengistu. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Bon nombre d'Israéliens ignorent également qui est ce jeune homme de 28 ans. Pourtant, il pourrait être prochainement au cœur de négociations entre Israéliens et Palestiniens. Avera Mengistu est un jeune Israélien d'origine éthiopienne atteint de troubles psychiques qui, un jour de septembre 2014, a décidé de franchir la frontière avec Gaza. Depuis, pas de nouvelles officielles. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à la frontière par des soldats? Est-il toujours vivant? Est-il aux mains du Hamas? Aucune négociation pour obtenir son retour en Israël n'a été engagée officiellement. Aucune mobilisation non plus de la part de la société israélienne pour faire pression sur le gouvernement et l'appeler à agir. Tammy Harel est allée à la rencontre de sa famille et des acteurs de ce dossier afin de mieux comprendre cette affaire et ses enjeux. Regardez. Vous voyez, ça c'est le kibboutz Zikim et ça c'est la frontière. Ces maisons que vous voyez là, c'est déjà Gaza. C'est ici, le long du rivage le plus au sud d'Israël, sur la plage de Zikim, qu'Avera Mengistu est venu le 7 septembre 2014. Mais une fois arrivé, Avera, ce jeune homme âgé de 28 ans et atteint de troubles psychiques, ne s'est pas baigné. Il a continué à marcher vers le sud jusqu'à atteindre la frontière avec la bande de Gaza. Il a ensuite sauté par-dessus la clôture et, en un clin d'œil, il était passé de l'autre côté. Mon frère se trouve à 1,5 km d'ici, tout près de nous, et nous ne savons même pas comment il va. Mon frère est venu depuis Ashkelon, c'est un très long chemin. Il a marché jusqu'à la clôture et a simplement continué dans Gaza. Et depuis ce jour de septembre 2014, Avera est à Gaza. Pourquoi a-t-il traversé la frontière? Est-il toujours vivant? Est-il prisonnier du Hamas? Qu'a-t-il été fait pour permettre son retour en Israël? Voici quelques-unes des nombreuses questions que se pose la famille Mengistu depuis plus de 1000 jours. Et c'est ici, à Ashkelon, une ville du sud du pays, que se trouve la maison des Mengistu. C'est de là qu'Avera est parti, muni d'un simple sac à dos contenant une serviette et des tongs. Sa mère se souvient de ce jour. Je me souviens d'être rentrée à la maison aux alentours de midi. Il m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit que je n'en avais pas, mais que j'essaierais d'en trouver, d'en emprunter à quelqu'un. Je lui ai demandé s'il voulait acheter quelque chose à l'épicerie du coin et je lui ai dit « Dis-moi si c'est ça, ils me feront crédit ». Avera n'a pas répondu et il est sorti de la maison en claquant la porte. La famille Mengistu est arrivée d'Éthiopie en Israël en 1991 suite à l'opération Salomon. Eileen, le père, et Agranash, la mère, s'installent alors à Ashkelon avec leurs 7 enfants. Avera n'avait alors que 5 ans. Dès son arrivée, comme de nombreux immigrants éthiopiens, la famille se heurte à un véritable choc culturel. Le passage d'une vie rurale à la vie israélienne occidentalisée est traumatique. La structure patriarcale de la famille s'effondre, les parents doivent faire face à la barrière de la langue et se retrouvent confrontés à des difficultés financières. Les familles éthiopiennes sont très vite regroupées à la périphérie des petites villes, dans des ghettos, en marge de la société israélienne. Mais le sort semble s'acharner sur la famille Mengistu, car en plus des difficultés quotidiennes, l'un de leurs fils, Michael, décède des suites d'une maladie.
Après que mon frère Michael nous a quittés, que Dieu ait son âme, nous avons vu un changement s'opérer chez Avera, et ce, dès la période de la Shiva. Il n'arrêtait pas de dire « J'ai perdu un frère, je n'ai plus de raison de vivre ». Il était en deuil permanent. De plus en plus, il s'est déconnecté de tout, il a arrêté de parler à ses frères, à sa famille. On a vu son état s'aggraver. Il a accepté d'être hospitalisé et on l'a laissé sortir au bout de quelques semaines. Mais malheureusement, le traitement n'a pas été assez efficace. Il a dû être hospitalisé de nouveau. Ce n'était pas facile de vivre avec lui à ce moment. Il était en proie à des accès de colère et maman en particulier en a beaucoup souffert. Avera continue de vivre chez ses parents. Il enchaîne les petits boulots jusqu'à ce jour de septembre 2014 où il décide de partir pour ne jamais revenir. Le lendemain, j'ai reçu un appel du GSS, les services de sécurité générale, m'annonçant qu'un incident venait de se produire et qu'ils voulaient m'en parler. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment me l'annoncer, mais que mon frère avait franchi la frontière avec Gaza. Cette nouvelle m'a anéanti. J'ai failli m'évanouir. 2 semaines plus tard, des représentants du gouvernement se rendent chez les Mengistu afin de leur montrer une vidéo provenant des postes d'observation. On y voit Avera en train de franchir la frontière. Jusqu'à aujourd'hui, la famille refuse que cet enregistrement soit rendu public. On le voit marcher près de la clôture le long du rivage. On peut le voir passer à côté d'un groupe de pêcheurs sur la plage et c'est la dernière information que l'on ait le concernant. Quand je le vois marcher vers la frontière, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Les larmes coulent toutes seules. Et je me demande où étaient les gardes qui ont laissé mon fils franchir la clôture si facilement. Ça me rend folle et ça me fait tellement mal. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réellement arrivé. On se dit que les soldats auraient pu empêcher ça. Les postes d'observation enregistrent tout, mais sur la vidéo, on ne voit pas les forces de Tsahal intervenir pour l'arrêter, alors qu'à cet endroit, c'est une zone militaire. Nous sommes persuadés qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. La colère envers les soldats est palpable, mais c'est surtout à elle-même que la famille en veut. Elle s'en veut d'avoir accepté de garder le silence et de ne pas avoir parlé publiquement de cette affaire dès le début. Si nous en avions parlé en public et si le gouvernement avait abordé le sujet plus vite, nous aurions obtenu des informations plus tôt. Et les discussions aujourd'hui ne seraient pas ce qu'elles sont actuellement. Ça ne fait aucun doute. C'est l'histoire humanitaire d'un garçon qui n'était pas armé, qui ne comptait pas faire de mal à qui que ce soit. Malheureusement, notre plus grande erreur a été de nous taire et de croire ceux qui nous disaient que ça aiderait notre cause. Après 10 longs mois, la famille décide alors de sortir de son silence et de révéler au grand jour l'histoire d'Avera. Au nom de ma famille et en mon nom à moi, je demande au gouvernement israélien de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que mon frère rentre sain et sauf à la maison. De nombreux jeunes issus de la communauté éthiopienne décident alors de se rassembler autour de cette cause et de partager au plus grand nombre le calvaire qu'endurent Avera et sa famille. On ne peut pas vraiment dire que nous sommes un quartier général organisé, car aucune personne connue, ni représentant en relations presse ne parle de notre histoire. Nous ne sommes qu'un petit groupe de citoyens inquiets qui travaillons avec cette famille et qui essayons d'attirer l'attention de la société israélienne. Avant toute chose, les gens doivent savoir qui est Avera. Il est 17h sur la place centrale de Lod. Une manifestation organisée par des mouvements de jeunesse appelant à la libération d'Avera devrait débuter prochainement, mais une vingtaine de personnes seulement sont présentes et tentent de briser le silence qui règne sur la place. Avez-vous entendu parler d'Avera Mengistu ? Eh bien, c'est un garçon éthiopien qui est atteint d'une maladie mentale. Il a franchi la frontière avec Gaza et il est retenu en otage là-bas. Nous essayons de le ramener ici. Nous voulons montrer à sa famille que nous sommes sensibles à sa cause, tout comme les mouvements de jeunesse et le peuple d'Israël. Alors nous avons prévu d'organiser une marche dans 10 minutes qui partira d'ici jusqu'au bâtiment des jeunes. Arrivés là-bas, nous dessinerons un graffiti géant sur le mur. Il y a une marche qui part maintenant, partout dans la ville, pour que les gens sachent. Venez, c'est important. C'est ce qu'on va faire, c'est une marche dans toute la ville. Non.
Pourquoi? Je ne peux pas. Ma mère est une militante. Au moment de Pessah, elle m'a dit qu'une marche était organisée pour Avera Mengistu. Je ne savais que très peu de choses à son sujet, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais j'ai dit que j'irais pour voir ce qu'il se passe. Je suis venu et quand j'ai vu sa mère, j'ai vu la douleur dans ses yeux. Il faut faire quelque chose. J'en ai parlé à mes amis et nous avons tous décidé que nous devions agir. Je suis venue pour soutenir ces jeunes gens qui ont 15 ou 16 ans et qui organisent cette marche. Où sont nos dirigeants? Je ne les vois, je ne les entends pas se joindre à nous pour faire entendre leurs souffrances. Comment expliquez-vous cela? Comment est-ce que je l'explique? Non, je ne le dirai pas. Je ne veux pas dire que c'est du racisme. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas me retrouver engluée dans cette discussion fâcheuse. Je n'en ai pas envie. Peut-être que c'est à cause de son passé et c'est dommage pour lui. Le peuple d'Israël est revenu chez lui avec toutes ses belles couleurs. Nous sommes juifs, ne l'oubliez pas. Nous sommes des citoyens qui donnons tout, pas moins que d'autres, et même dans certains cas, plus que les autres. C'est en avril 2015 que débute une vague de manifestations menée par la communauté éthiopienne. L'élément déclencheur, une vidéo qui fait la une et qui dévoile les officiers de police frappant brutalement Damas Pikada, un soldat d'origine éthiopienne. Des dizaines de milliers de personnes descendent alors dans les rues pour protester contre ce qu'elles considèrent être du racisme d'État envers les Éthiopiens du pays. Et pour certains manifestants, aucun doute, l'inaction du gouvernement pour libérer Avera est bien une preuve de ce racisme. Ces manifestations ont été l'occasion d'appeler à sa libération. Mais qu'il s'agisse ou non d'un racisme d'État, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le parallèle soit fait avec l'affaire Gilad Shalit. Gilad Shalit, kidnappé par le Hamas le 25 juin 2006 alors qu'il était en service à la frontière avec Gaza. Immédiatement après son enlèvement, une campagne de grande envergure avait été menée afin qu'il soit libéré. Et c'est finalement après 5 ans et 4 mois de captivité que Gilad Shalit est relâché en échange de la libération de 1027 prisonniers palestiniens, parmi lesquels des centaines jugés pour meurtre, des centaines avec du sang sur les mains. Ces prisonniers qui ont été relâchés pour que Gilad soit libéré font aujourd'hui régner la terreur en Cisjordanie. Mais vous devez bien comprendre la différence entre ces deux affaires. Gilad Shalit était un soldat en service qui a été enlevé au cours d'un affrontement, pas Avera. Il est allé là-bas de son plein gré. Personne ne l'a kidnappé. Il a marché jusqu'à là-bas. De son plein gré ? Avera est comme ces gens atteints d'Alzheimer qui se perdent, comme les enfants de 4 ans. Comment pouvez-vous reprocher à un enfant d'avoir fait une chose dont il n'a pas conscience ? On ne peut pas juger quelqu'un comme ça. Et même si sur les t-shirts des manifestants il est écrit qu'Avera est vivant, qu'en est-il vraiment ? Il y a 1 an et demi, nous avons entendu sur des chaînes non officielles qu'Avera était vivant. Cela venait de personnes vraiment sérieuses. Certaines étaient même allées dans la bande de Gaza et avaient reçu un message du Hamas leur disant qu'il était en vie et qu'il allait bien. Et l'une de ces personnes, c'est Gershon Baskin. Baskin, un militant pour la paix qui a servi de médiateur entre le gouvernement israélien et le Hamas dans les négociations pour libérer Gilad Shalit. Il y a environ 1 an, je suis allé voir la famille
famille à Ashkelon et j'ai supplié une personne du Hamas pour qu'on me donne des informations, pour que je puisse dire à la mère d'Avera qu'il était en vie, quelque chose d'officiel. Et environ 1 heure avant que je n'arrive à Ashkelon, j'ai reçu un appel et on m'a dit de manière confidentielle: tu peux dire à sa mère qu'il est vivant et qu'il est à Gaza. Le Hamas attend à présent une proposition de la part d'Israël. De nombreux médiateurs sont en pourparlers avec l'organisation qui s'attend à un échange contre 1000 à 1200 prisonniers. Pas exactement le même son de cloche que du côté israélien où l'on évoque plutôt des nombres à un chiffre. Cette discordance entre les deux parties est la raison pour laquelle les négociations n'avancent pas et pour laquelle Avera est toujours prisonnier. Depuis l'opération Bordure Protectrice en août 2014, le Hamas affirme détenir les dépouilles de 2 soldats de Tsahal, Hadar Goldin et Ron Shaul, tous deux tués pendant les combats dans la bande de Gaza. Selon les personnes impliquées dans l'affaire, les chances pour qu'Avera soit libéré sont liées à un accord sur le retour des dépouilles de ces 2 soldats de Tsahal détenus par le Hamas. La population israélienne acceptera plus facilement que des terroristes soient libérés en échange de corps de soldats plutôt que pour un civil atteint de troubles psychiques et d'origine éthiopienne. Pour moi, Avera est un citoyen israélien comme les autres. Et je pense que le gouvernement a la responsabilité de faire tout son possible pour qu'il rentre chez lui. Je crois qu'on pourrait parvenir à un accord. Je ne sais pas quand, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Dans le cas d'une nouvelle guerre avec Gaza, que Dieu nous préserve, nous aurions à négocier par le biais des Égyptiens ou d'autres intermédiaires. Un autre accord de cessez-le-feu impliquerait un échange de prisonniers et dans ce cas, nous ne savons pas ce qu'il pourrait devenir. Mais si Avera est vivant, et je pense qu'il l'est, il ne passera pas le reste de ses jours en captivité à Gaza. Il rentrera chez lui. Pendant ce temps, à Ashkelon, on continue de chercher des réponses et de compter les jours passés sans Avera. Je veux parler au Hamas et leur demander de me rendre mon fils. Il ne vous a pas combattu, il n'était pas armé, il est arrivé malade et les mains vides. Comment pouvez-vous retenir un jeune homme malade pendant 3 ans? Et pourquoi? Le fait de ne pas savoir me tue littéralement. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous lui avez fait. Est-ce qu'il est mort? Vivant? Parlez-nous, c'est tout ce que je vous demande. Et l'on accueille sur ce plateau Tammy Harel. Bonsoir Tammy, merci pour ce reportage qui finit sur une note d'incertitude. Pourtant, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la libération d'Avera sera inclue dans un accord plus général qui concerne le retour des corps des 2 soldats qui sont tombés durant la guerre de Gaza en 2014. Oui, aujourd'hui, c'est sûr que si un accord d'échange de prisonniers est signé entre Israël et le Hamas, cet accord, selon cet accord, Israël recevrait les 2 corps des soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin, et les 2 citoyens israéliens qui sont apparemment à Gaza, c'est Avera Mengistu et Hicham Assayed. Hicham Assayed, c'est un jeune de 29 ans, arabe israélien, bédouin, qui a franchi la frontière en avril 2015. Alors il faut le rappeler, les échanges de prisonniers pour obtenir la libération, notamment de soldats tombés aux mains de l'ennemi, sont assez fréquents en Israël. Oui, des accords d'échange de prisonniers entre Israël et les pays arabes ont eu lieu depuis 1948. Mais le premier grand accord, c'était l'accord Djibril en 1985. 3 soldats israéliens enlevés par le mouvement terroriste de Ahmed Djibril étaient libérés en échange de 1150 prisonniers palestiniens. 26 ans plus tard, en 2011, c'est l'affaire Shalit. Gilad Shalit était libéré en échange de 1027 prisonniers palestiniens. Alors tout de suite après l'affaire Shalit, il y a beaucoup d'émotions, de joie en le voyant vivant, mais tout de suite après la critique dans la société israélienne et de la presse israélienne était contre le nombre. Ça veut dire il y avait 1000 terroristes pour un homme.
Et ça a créé une polémique qui a conduit à une loi votée par le Parlement israélien. Oui, suite à cet accord, la Knesset a fait passer une loi qui interdit de libérer des prisonniers accusés de meurtre avant qu'ils ont fait au moins 15 ans de prison, même pas dans le cadre d'échanges de prisonniers. Mais ça va au sujet d'Avera Mengistu. Le public israélien, maintenant, n'est pas du tout prêt à voir libérer des prisonniers palestiniens, des centaines et des milliers de prisonniers palestiniens, surtout pas pour libérer un citoyen israélien qui apparemment a passé la frontière par sa propre volonté. Si on ajoute le fait que ce jeune, c'est un jeune éthiopien où la famille n'a pas les moyens de faire une campagne publique, c'est assez clair que le gouvernement israélien ne négociera jamais que pour le seul cas d'Avera. Alors pas pour son seul cas, mais on l'a dit, en tout cas il devrait être inclus dans un accord plus général. Alors justement, où en est-on aujourd'hui par rapport à cet accord ? Il y a quelques jours, Lior Lotan, le responsable des négociations du bureau du Premier ministre, a démissionné. Certains disent que c'est parce qu'il a senti que les négociations entre Israël et le Hamas ne marcheront pas, car le climat politique entre Israël et l'autorité palestinienne ne permet pas une sorte d'accord. Mais la famille ne baisse pas les bras. Dernièrement, elle vient de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite en Israël. Et la mère d'Avera a demandé d'essayer de libérer Avera pour des raisons humanitaires et pas dans le cadre d'échanges de prisonniers. Affaire à suivre, donc merci beaucoup Tammy Harel pour ce reportage, merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes seulement pour la suite d'Haute Définition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Haute Définition. Sous souveraineté israélienne depuis 1967, Jérusalem abrite une population mixte de 850 000 habitants. 63% d'entre eux sont juifs, majoritairement résidents de l'ouest de la ville. 37% sont arabes, majoritairement résidents des quartiers est situés au-delà de la ligne verte. Jérusalem est divisée, Jérusalem est disputée et la cohabitation entre les populations est des plus complexes. Et cette ville, 3 fois sainte, fait régulièrement, vous le savez, la une de l'actualité pour ces attentats meurtriers. Alors quel futur pour Jérusalem? Nous sommes partis à la rencontre des citoyens de demain, de ces élèves aujourd'hui en école primaire et secondaire qui façonneront le visage de la ville dans 10 ans. Une population qui sera à 77% composée de juifs ultra-orthodoxes et d'arabes, deux communautés dont on connaît les difficultés de cohabitation. Le futur de la ville semble alors des plus sombres. Jérusalem, quel avenir? C'est un reportage d'Arutz Time pour i24 News. Nous sommes dans le quartier où se trouve la maison de feu le grand rabbin Ovadia Yosef. Le leader du parti religieux habite à un pâté de maison d'ici. Le fief de l'ultra-orthodoxie. Le fief de l'ultra-orthodoxie. Et même si cette école d'études religieuses ultra-orthodoxe est séfarade, elle représente plus ou moins tout ce qui se passe dans les autres écoles ultra-orthodoxes. Ces élèves seront les citoyens de Jérusalem dans 10 ans. Ce que l'on va entendre d'eux, on peut imaginer ce qui va se passer à Jérusalem dans 10 ans. Dans le courant dominant, il y a toujours des nuances, des ashkénazes. Bien sûr. Mais ils représentent la majorité du monde ultra-orthodoxe et ils seront la prochaine génération des écoles talmudiques. Allons voir. Bonjour. Bonjour Dana, bonjour Yair, bienvenue. Combien d'étudiants avez-vous ici? 258 étudiants. Attendez, qu'est-ce que j'entends? Là maintenant tu entends un cours de Mishnah. C'est le CM1? C'est le CM1. Combien d'élèves ils sont? 42. Bonjour. Asseyez-vous les élèves, asseyez-vous. On apprend chaque année 4 traités de la Mishnah. Et ils les connaissent par cœur. Allez, on essaye. Dana, quel chapitre tu veux? Dalet, je veux le traité de Dalet. Traité Dalet, Mishnah, Aleph. Qu'apprenez-vous à part la religion? Les maths. Vous apprenez l'anglais? Qui veut devenir un érudit en Torah? Tu as ta réponse. Qui veut devenir ingénieur?
C'est quoi, ingénieur? Que Dieu nous en préserve. Les enfants, merci beaucoup à vous. Combien d'élèves en classe de 4e? En classe de 4e, il y a 27 élèves et en classe de CP, déjà 43 élèves. Et c'est ça l'histoire de Jérusalem? La démographie, sans aucun doute. Alors chaque année, combien de classes vous devez ouvrir? Je peux ouvrir chaque année au moins 20 classes. Là, on arrive dans la cour de récréation. On a dû la réduire pour pouvoir installer des préfabriqués qui font office de salle de classe. Et malgré cela, il nous manque des classes. On entre maintenant en 5e. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons leur poser quelques questions, c'est possible? Combien de frères et sœurs avez-vous? 6. Et toi? Et toi? La moyenne ici est de 7, 8. Quand je vous dis Jérusalem, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi Jérusalem? Le temple, le mur des lamentations. Qui croit que le temple sera reconstruit dans les années à venir? Qu'est-ce qui se trouve aujourd'hui là-bas, à cet endroit? Alors que se passera-t-il avec la mosquée? Cassée? Qui d'entre vous a récemment rencontré un enfant arabe? Où l'as-tu rencontré? T'as parlé avec lui? Et que se passe-t-il quand vous voyez des enfants arabes? Que ressentez-vous? De la rage. Que se passe-t-il quand vous rencontrez un enfant laïque? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il rate? À quoi ressemblera Jérusalem dans 10 ans? Tout le monde sera ultra-orthodoxe? Les Arabes vous portent au mur? Car il y aura le Messie, j'ai compris. Oui, qu'est-ce que tu dis? Que tous ceux qui veulent devenir des élèves talmudiques lèvent la main. Que fait un élève talmudique? Et où il trouve de l'argent pour vivre? Qui veut travailler quand il sera grand? Qui a un père qui travaille? Qui veut faire son service militaire? Tu veux être soldat? Qui a un père qui a fait l'armée? C'est ça la situation. Tu viens d'entendre tout ce que tu voulais. Vous avez été parfait. Continuez de réussir et l'on vous retrouvera en école talmudique. Ce que l'on vient d'entendre est vraiment représentatif. Ce que tu as vu, c'est vraiment la vérité telle qu'elle est. Cette école, dans 10 ans, ce sera la même chose? Il y aura juste plus de monde. En nombre, cela va grandir, mais concernant l'éducation et le style d'éducation, ce sera toujours pareil. Et à quelques kilomètres seulement de cette école se trouve Jérusalem-Est. Les écoles ici sont surpeuplées. Il y a 106 000 élèves arabes de l'école maternelle au lycée. La plupart d'entre eux étudient selon le projet éducatif très strict de l'autorité palestinienne qui se nomme Taoujia. La municipalité de Jérusalem n'a ici pratiquement aucune influence, mis à part le transfert de budget et le contrôle de l'incitation à la terreur dans les ouvrages scolaires. Bon, alors là nous sommes dans le quartier de Shoafat et nous ne sommes pas là par hasard. Il y a seulement quelques mois, c'est de cette école, Madrasat al-Had, que sont sortis Mouawiya, un jeune de 13 ans, et son cousin âgé de 11 ans, auteur d'un attentat à Pisgat Ze'ev, à Jérusalem. Et c'est à 400-500 mètres d'ici, dans cette direction, que se trouve la maison de Mohamed Abourdir, ce jeune qui a été brûlé vif. Allons-y. Bonjour, comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça va. Vous êtes la directrice adjointe? Oui. C'est la directrice adjointe. Bonjour. Bonjour. Hébreu? Comme ci, comme ça. Combien d'étudiants avez-vous ici dans cette école? 350. Qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient selon le programme israélien ou palestinien? Le programme palestinien. Comme la plupart des écoles, ils étudient le programme palestinien. Peut-on aller à l'étage? C'est problématique. Juste pour voir. Pourquoi c'est problématique? Les élèves sont en classe. La vague de terreur de ces derniers mois a augmenté le niveau de suspicion face aux médias israéliens. Les écoles de l'Est de la ville ont toutes refusé de laisser entrer notre caméra. Et également dans cette école, nous ne sommes autorisés qu'à filmer les amis du jeune qui a commis l'attentat, qui souhaitent nous présenter leur version selon laquelle il est innocent. Peut-on parler en hébreu? Un peu. Mais vous connaissez un peu l'hébreu? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais un peu.
Qui veut continuer d'habiter à Jérusalem? Nos racines sont ici. On reste ici. Dans 10 ans, de quoi aura l'air Jérusalem dans 10 ans? Palestinienne. Comment voulez-vous que la ville soit? Nous voulons la paix. Quand étiez-vous la dernière fois à Jérusalem-Ouest? Il n'y a pas de Jérusalem-Ouest. Jérusalem est une. Dans quel lieu juif étiez-vous la dernière fois? C'est quoi ça, les lieux des Juifs? Tout appartient aux Arabes. Il y a quelque chose qui prouve que ça appartient aux Juifs? Vous êtes venus sur nos terres, c'est notre terre, c'est à vous de la quitter. T'as déjà parlé à un juif comme toi? Non. De toute ta vie? Et toi, t'as déjà parlé à un juif? Non. Vous avez étudié dans la même classe que Mouawiya? Oui, 90% sûr qu'il n'a rien fait. Tu n'y crois pas? Non. Quelqu'un pense ici qu'il a fait cet attentat? Personne ne croit qu'il y a eu un attentat. La logique nous empêche d'y croire. Il était intelligent, il allait finir ses études. C'était un garçon studieux et cultivé. Il voulait être médecin comme son frère. Médecin comme son frère? Son frère était médecin? Oui. Quelqu'un parmi vous veut être par exemple shahid? Terroriste? Résistant? Qu'Allah nous en préserve. Vraiment? Ça nous aidera en rien. Que veux-tu étudier? Médecine. Toi aussi tu veux être médecin? Et toi, que veux-tu être? Ingénieur. Ingénieur. Et toi? Traducteur. Quand vous allez à l'ouest de la ville et que vous voyez un enfant de votre âge, juif, que ressentez-vous? C'est un être humain comme moi. Un être humain comme toi. Que pensez-vous qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils avaient peur. Peur? Comme s'ils justifiaient leur racisme. On a l'air de faire peur. Le racisme est fort chez les Juifs, ça les empêche de se mêler aux Arabes. Et nous voici de nouveau à l'ouest de la ville, dans le quartier de Kiryat Youvel, un quartier qui cache un changement révolutionnaire pour l'ultra-orthodoxie. À côté d'un lycée laïque très coté, est née une nouvelle institution appelée lycée talmudique ultra-orthodoxe. Nous sommes venus voir quelque chose de différent et d'intéressant, mais je me dois de repréciser son contexte. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ne représente pas 30% du milieu ultra-orthodoxe. Si c'est 3%, c'est déjà bien. Dans le centre d'un quartier ultra-orthodoxe, ça n'aurait pas pu exister. Dans le centre du quartier ultra-orthodoxe, ça ne peut pas exister. D'ailleurs, même l'attribution de ce bâtiment ici a donné lieu à des guerres. Bonjour, bienvenue. C'est l'école talmudique Rachmelev, un lycée talmudique ultra-orthodoxe de Jérusalem. Ultra-orthodoxe, ultra-orthodoxe? Ultra-orthodoxe. Et eux, ils viennent au lycée? Oui, ce sont des étudiants de première. Ils préparent le bac de mathématiques. Le bac de mathématiques? Demain matin, c'est le bac de mathématiques. Comment ça se combine, l'ultra-orthodoxie et le bac mathématique? C'est un lycée talmudique, donc ça signifie aussi le bac mathématique. Le bac complet? Complet. Anglais, maths, citoyenneté. Citoyenneté. Aussi. Ce sont des cours de soutien pour le bac de mathématiques de demain matin. Quand avez-vous décidé de préparer un bac mathématique? À quel âge? Moi, personnellement, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, un truc comme ça. Avant cela, à l'école talmudique, vous n'avez rien appris? Je n'ai rien appris, rien. Combien de tes amis ont pris le même chemin? 2 peut-être, un truc comme ça. 2 sur combien? Sur beaucoup, c'est pas populaire chez les ultra-orthodoxes. J'ai compris. Et comment tu te sens maintenant après que tu aies pris ce chemin? Je sens que j'ai pris le bon chemin. Je vais réussir ma vie, je pense. Dans ta famille, t'es le seul à passer le bac? Oui. Que font les autres? Ils sont en école talmudique normale. C'est toi qui as choisi ou ce sont tes parents qui t'ont envoyé? C'est moi qui ai choisi, oui. Parce que? Parce que je veux réussir dans la vie, parce que je veux une fois grand avoir des opportunités de travail. En attendant, ce projet accueille 60 élèves dans une petite caravane et une tente temporaire dans la cour. Et ce n'est pas pour des questions de budget, mais à cause des pressions des ultra-orthodoxes sur la municipalité pour l'empêcher d'attribuer à l'institution un bâtiment dans le centre du quartier. En tout, sur 100 000 étudiants ultra-orthodoxes, moins de 500 termineront leurs études de terminale. Notre problème à Jérusalem est que nous ne sommes pas les bienvenus chez les ultra-orthodoxes et chez les non-ultra-orthodoxes. Qui vous rejette le plus, les ultra-orthodoxes ou les laïcs? Les ultra-orthodoxes, bien sûr. Ah, vous énervez plus les ultra-orthodoxes? Ce n'est pas une question d'énerver, c'est une question de menacer. De menacer? Les ultra-orthodoxes ont peur qu'une telle institution attire leurs étudiants. Combien tu veux en atteindre? 30%. Et si ça n'arrive pas, quel est l'avenir? Il n'y a pas d'avenir. On se trouve déjà dans une très mauvaise situation. Tous ceux qui connaissent un peu le milieu ultra-orthodoxe le savent, il y a aujourd'hui des milliers de gens perdus. Et ils disent « Je veux avoir un avenir pour mon enfant ». Ici, vraiment, nous sauvons le judaïsme ultra-orthodoxe. Des nouveaux projets, il y en a aussi de l'autre côté de Jérusalem, à l'est de la ville. Comme ici, à la périphérie, dans le village de Tzor Bacher.
Mais là aussi, c'est une exception. Là aussi, cela ne concerne qu'un petit nombre d'étudiants, mais on ne peut malgré tout ignorer les changements. Donc on se trouve ici à Tzor Baer, une école nouvelle, moderne, avec le symbole de la ville de Jérusalem, mais aussi celui du ministère de l'Éducation et de la Culture, tout à l'air israélien. Je précise juste qu'il y a seulement quelques années, on ne pouvait voir aucun bâtiment luxueux comme celui-ci, et encore plus important, l'option pour les étudiants palestiniens de passer le bac israélien n'existait pas. Waouh, quel bâtiment! Depuis quand il existe? Depuis 2007. Mais l'on enseigne le programme palestinien. Palestinien, mais aussi le bac israélien. Tout est sous le contrôle du ministère de l'Éducation israélien. Est-ce que l'on étudie ici la Shoah, par exemple? Dans le programme du bac, oui. Combien étudie pour passer le bac? Moitié-moitié. Moitié-moitié? Oui. Du point de vue d'un résident de Jérusalem-Est, les études pour le bac israélien représentent un dilemme. Car s'il offre des avantages durant les études et des opportunités claires sur le marché israélien du travail, les études comprennent des cours de citoyenneté utilisant un champ lexical sioniste. Et c'est pour cette raison que pour le moment, très peu d'étudiants de l'Est de la ville ont rejoint ce nouveau programme. Peut-on parler hébreu ou certains ne comprennent pas l'hébreu? On parle hébreu, mais pas parfaitement. Qui prépare le bac? Et qui étudie le programme palestinien? Qui a décidé, vous ou vos parents? Mon père. Mon père. Ton père a décidé, toi t'aurais voulu faire quoi? Le programme palestinien. Pourquoi? Car je suis palestinien, donc je devrais étudier le programme palestinien. Et toi, c'est la même chose? La même chose. Dans le bac, il n'y a rien qui nous concerne. Le programme palestinien est, lui, lié à notre identité. Vous êtes palestinien et vous préparez le bac israélien. Pourquoi? Car toutes les universités ne reconnaissent pas le programme palestinien. Le programme israélien est plus connu. Celui qui a le bac israélien a plus de possibilités. On peut être accepté à l'université facilement avec le bac. On est reçu dans les universités israéliennes et dans les autres. Qui veut étudier à l'université? Tout le monde? Tout le monde? Et dans 5 ans, qu'est-ce que l'on verra le plus? Des étudiants comme vous qui étudient le bac israélien ou le programme palestinien? Le bac. Le bac? Je suppose le bac israélien, car on voit les opportunités que le bac offre, il y a plus de possibilités, donc plus de personnes iront passer le bac. Quelles sont les clés de la réussite? Elles sont doubles. D'un côté, il faut beaucoup d'argent et Israël doit investir beaucoup dans ce projet en comprenant que ces jeunes sont vraiment l'avenir de Jérusalem dans 10 ou 20 ans. D'un autre côté, je pense qu'Israël doit être sensible à l'identité palestinienne et comprendre qu'il faut adapter les livres et les programmes d'éducation pour les Palestiniens qui étudient ici afin que de plus en plus puissent faire ce choix de passer le bac israélien et s'intégrer ainsi dans la société israélienne. Investir plus d'argent, faire des changements pour s'adapter à l'identité palestinienne, ces deux choses sont une question de choix politique. Et voilà qu'on en revient au point de départ. D'après moi, on ne parle que de politique depuis le début. Que de politique. Pour aller plus loin et mieux comprendre les enjeux de l'éducation à Jérusalem et faire le point sur la politique de la ville à ce sujet, nous sommes allés à la rencontre du responsable de l'éducation de la municipalité, Moshe Torpaz, et nous avons pu également faire la connaissance de l'école mixte Yad Beyad, où arabes et juifs étudient côte à côte. Alors est-ce que ce type d'école doit devenir un modèle? Moshe Torpaz nous répond, regardez. Moshe Torpaz, bonsoir, merci de nous recevoir. Vous êtes responsable de l'éducation au sein de la mairie de Jérusalem. Et tout d'abord, une réaction à ce reportage que nous venons de voir. Bon, je pense que ce que nous venons de voir reflète bien la complexité de la vie à Jérusalem avec ces 3 communautés. Je pense que vous avez vu des enfants qui parlent sincèrement et avec honnêteté. Vous avez vu les défis auxquels notre système éducatif fait face. 300 000 étudiants sont concernés. Et je pense que si l'on veut regarder de plus près, on peut aussi voir de l'espoir. On peut aussi voir des choses optimistes qui nous guident d'ailleurs dans notre travail. Dans 10 ans, 70% des résidents de Jérusalem seront soit ultra-orthodoxes, soit arabes. On le sait, ce sont 2 populations qui cohabitent très difficilement ensemble. On l'a vu dans ce film, ce sont 2 populations qui ne se connaissent pas. Quels sont les projets de la mairie de Jérusalem, de votre département au niveau de l'éducation pour faire face à cette situation ? Alors tout d'abord, Nir Barkat, le maire de Jérusalem, mène une politique. Je vais utiliser une citation qui date de 2000 ans. Jérusalem n'a été donnée à aucune tribune du peuple d'Israël. En particulier, Jérusalem appartient à l'ensemble d'entre elles.
Cette conception que le maire a que Jérusalem appartient à tout le peuple d'Israël, c'est ce qui guide notre travail. Comment ça se passe dans la pratique? Nous avons beaucoup de programmes qui lient les différentes communautés de la ville. Nous favorisons budgétairement les écoles qui sont prêtes à travailler avec les Juifs et avec les Arabes ensemble. En avril dernier, je suis parti avec 23 chefs d'établissement, 12 juifs et 11 arabes en Irlande du Nord pour voir ce qui se passe entre catholiques et protestants, comment le système éducatif travaille à un avenir commun. On est revenu ici, il y a eu un processus et aujourd'hui ces 23 chefs d'établissement mettent en place des programmes pour juifs et arabes. En Irlande du Nord et en Israël, la plupart des écoles resteront en mix. Là-bas, les catholiques et protestants, et ici arabes et juifs, les écoles mixtes ne conviennent pas à tout le monde. Mais la plupart des chefs d'établissement vous diront qu'ils sont prêts à faire un pas vers l'autre pour le connaître. Ils ne se détestent pas, même s'ils entendent leurs élèves, comme on l'a vu dans le reportage. La haine vient de l'ignorance, de la méconnaissance. Quand un être humain rencontre un autre être humain et qu'il se regarde dans les yeux, tous les stéréotypes tombent. À la fin, les enfants jouent au foot ou parlent des émissions qu'ils ont vues la veille à la télévision, car ils se connaissent soudain sur le plan personnel. C'est ça, le but de notre département d'éducation. Et c'est peut-être le défi le plus important du système éducatif en Israël. Et je pense que notre programme montre clairement que dans les prochaines années, la plupart des écoles de Jérusalem auront des programmes d'études communs. Ensemble, des juifs avec des arabes, des laïcs avec des religieuses ensemble. Plusieurs heures par semaine et le reste du temps, ils garderont leur identité culturelle. Alors justement, je vous propose de regarder maintenant un sujet court sur une initiative que vous devez très bien connaître ici. Il s'agit de cette école Yad Beyad, un projet né il y a quelques années où les enfants, les élèves juifs et arabes cohabitent et étudient ensemble. Regardez, on en parle ensuite. Où Cyrine est-elle allée avec 10 shekels? Où est-elle allée? Au supermarché. Je lui ai donné 10 shekels pour acheter un bonbon à 3 shekels. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Liana? Bien, bravo. La première chose qui frappe dans cette école, c'est que tout y paraît normal, y compris cette leçon de calcul de CP donnée dans les deux langues. Dans cette ville où la violence est quotidienne, où la peur de l'autre atteint des sommets, ici, juifs et arabes s'assoient ensemble, se mélangent, sans que cela ne surprenne personne. Dans la réalité quotidienne, aujourd'hui, les problèmes existent à cause de la séparation. À l'extérieur, les Juifs ne rencontrent pas les Arabes ne fréquentent pas les Juifs. Et ce qui se passe alors, c'est que chacun fantasme sur les Arabes, sur ce qu'il pense, et pareil pour les Juifs. Choisir cette école, choisir ce choix d'éducation et cette communauté, c'est refuser de dire la réalité est celle qu'elle est. C'est comme ça et on ne peut rien y faire. C'est dire nous nous engageons, nous sommes actifs pour changer la situation. Nous devons nous connaître les uns les autres pour connaître l'autre, connaître sa langue, communiquer, sinon c'est pas possible. Durant les leçons d'histoire en classe de 3e, chaque élève doit présenter la narrative de l'autre. Les élèves juifs, la narrative palestinienne, les élèves arabes, la narrative juive. C'est difficile parfois de présenter la narrative de l'autre. Allez-y avec votre cœur. Toi, tu es maintenant un juif, entouré de juifs. Tu es sioniste. Mets-toi dans cet état d'esprit. Ce programme d'éducation, où plusieurs vérités coexistent, est validé par le ministère de l'Éducation. Connaître la narrative de l'autre ne veut en effet pas dire que l'on doit être d'accord avec. Cela ne veut pas dire que l'élève doit avoir une opinion. Chacun a raison. Il sait qu'il y a plusieurs opinions et c'est ça qui est important. Ici, on ne va pas main dans la main et tout est rose. C'est complexe, c'est difficile. Nous travaillons dur chaque jour car chaque événement qui se passe à l'extérieur a des conséquences sur l'école.
Les assaillants de la vague de terreur actuelle venaient parfois du même quartier que certains élèves de l'école. Et plus que ça, les élèves de Jérusalem-Est viennent d'un endroit où l'on n'appelle pas les assaillants des terroristes et où l'on ne croit pas aux images des agressions. D'après eux, neutraliser un terroriste est une exécution. Un jour en classe de terminale par exemple, il y a eu cette discussion où l'un a parlé de martyrs et l'autre a parlé des soldats de Tsahal. Une élève juive a alors dit à une élève arabe « C'est dur pour nous de vous entendre parler comme ça ». C'était dur pour eux, mais ils en ont discuté. C'est la réalité. Ils ne sont pas d'accord, leurs parents ne sont pas d'accord, mais il y a une différence d'opinion. Mais le point commun de tous en classe, c'est qu'ils ont choisi d'être ensemble. Notre intérêt pour se vivre ensemble et cette cohabitation a paru bien étrange à ces élèves qui sont en classe ensemble depuis 10 ans. Je ne pense pas en voyant Raada, c'est une arabe. Ce n'est pas ce qui me passe par la tête. Quand je la vois, je vois Raada, mon amie. C'est pas qu'à Jérusalem-Est, ils vont demain enlever tous les checkpoints. Mais quand je viens à l'école, je sais que je vaux autant qu'Emmanuel. Et si toutes les écoles ressemblaient à main dans la main ? De la patience, de l'écoute, de la volonté permanente de faire preuve d'empathie pour l'autre, le courage d'affronter la réalité et de tenter de la changer. Et si la solution résidait dans ce type de programme éducatif ? Moshe Kilnin, et si la solution, l'une des solutions, résidait dans ce modèle d'éducation que nous venons de voir ? J'aime beaucoup le modèle de cette école. Et à Jérusalem, il y a plusieurs exemples de ce type. Il y a des écoles qui mélangent les laïcs et les religieux. Il y a des écoles qui mélangent religieux et ultra-orthodoxes. Il y a des écoles qui sont à la frontière, qu'on ne peut pas définir. Il y a des étudiants arabes qui étudient dans des écoles juives. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Et je pense que c'est ce qui rend Jérusalem si spécial. On traverse les frontières. En tant qu'homme d'éducation, en tant que professionnel de l'éducation, nous en sommes ravis. Ça convient à une partie des gens, et il y a des gens, la plupart des autres, qui souhaitent recevoir une éducation au sein de leur communauté, où leur culture sera le moteur. Mais c'est aussi acceptable. Mais alors nous venons et nous leur disons très bien, votre école est religieuse ou laïque ou arabe ou ultra-orthodoxe, mais venez, organisez-vous, rencontrez-vous, passez un peu les frontières quelques heures par semaine, plusieurs fois par an, allez connaître l'autre. Je crois au fait que le système éducatif en Israël, même celui qui n'est pas en cohabitation entre juifs et arabes, comme l'école Yad Beyad, peut faire des progrès. Et ce qui nous guide dans ce sens, c'est tout d'abord Reuven Rivlin, notre président, et aussi notre maire, Nir Barkat. Même le ministre de l'Éducation aujourd'hui a un budget spécial pour les écoles mixtes, où les deux communautés sont prêtes à travailler ensemble. Quand je pense à l'avenir d'Israël, je pense à Jérusalem. Je vois des gens qui gardent leur identité personnelle, qui restent qui ils sont, et qui d'un autre côté connaissent mieux l'autre. Ça existe déjà sur le lieu de travail, ça existe ici au sein de la municipalité, au sein de l'équipe de management, composée de gens très différents. Et ça peut exister dans les écoles, chacun au niveau où ça lui convient. Nous soutenons cela en tant que politique, budgétairement. On donne toujours une préférence aux écoles qui organisent des rencontres. Le titre de ce reportage était sous forme de question. Jérusalem, quel avenir? Vous avez l'air plutôt optimiste. Oui, je suis vraiment optimiste quant à l'éducation à Jérusalem. Je crois vraiment au multiculturalisme. Je pense que ça ne doit pas, ne serait-ce qu'un peu, gêner l'identité des gens. Beaucoup d'éducateurs vont dans ce sens et j'espère vraiment que dans quelques années, Jérusalem sera plus ouverte, plus forte et plus multiculturelle. Moshe Torpaz, merci de nous avoir reçus. Merci pour cet entretien. De retour en plateau pour vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle émission Haute Définition.